On était dans des barricaments. Les cloisons étaient des vieux draps, pleins de vermine. Ils nous donnaient à manger que la peau des pommes de terre, les pommes de terre, ils les donnaient aux cochons et nous, on nous donnait les peaux. On n'avait rien. On ne savait jamais quand nous sortirions. Et on ne pouvait pas accepter ceci, nous autres. On est resté en tout, je ne peux pas vous dire exactement, mais 9 mois entre prison et camp de concentration. Alors, je lui demandais ce qu'on voulait faire. Alors, si on voulait aller dans les forces françaises libres ou d'un côté ou de l'autre. Qui est volontaire? Bon, ben si moi j'y vais, on vous charge, on vous met dans le train. Je me suis engagé dans le régiment de marche du Tchad. Ils ont mis 2 jours pour aller de Barcelone à Setúbal. Ils ont hissé le drapeau français et joué la Marseillaise. C'était poignant, tu vois, c'était... C'est bon, allez hop, maintenant, allez, dans le bateau. Alors là, dans le bateau, au revoir, merci, au revoir la France, bonjour à l'Algérie. Si Marc semble être en état de grâce, Paul et Albert, eux, connaissent les déconvenus de l'armée de Vichy avant de trouver leur place au sein de la première division française libre. Mais avant de se lancer au cœur de la bataille, il est important de se préparer. Et c'est bien ce qui ennuie nos impétueuses jeunes recrues qui ne tarderont pas à faire connaissance avec les dangers du désert maghrébin. C'est encore le ceinturon de Paul qui s'en souvient le mieux. Quand on est arrivé à Alger, bon, ben, les Saharaïs, on est descendu, il y avait des camions qui nous attendaient, ils nous ont chargés, puis ils nous ont emmenés à la caserne. À la caserne du 27e train. Alors là, on faisait des manœuvres, on faisait des répétitions, on avait même monté une musique, une fanfare. Moi, je jouais du corps de chasse et de la trompette. On nous a fait monter dans un train et il est venu un sous-officier de Gaulle, de la première division française libre, qui nous dit attention, monsieur, on va vous envoyer dans l'armée actuelle qui vont empêcher les Américains de débarquer en Algérie. Un beau matin, disons, les officiers, branle-bas, prenez des fusils, plein de machins. Les Américains débarquent. Les Américains débarquaient en Algérie. Alors, ils avaient débarqué au Maroc, à l'Algérie. Et puis de là, les officiers qui étaient donc pour les Allemands nous ont rassemblés. On est monté, il fallait aller au-devant des Américains, mais ils étaient loin, avec un drapeau blanc. On a voulu leur dire qu'on était là. Eh bien, il n'y a rien à faire, il y en a un qui m'a tiré dessus. Là-bas, là, m'a percé le ceinturon, la cartouchière et tout, quoi. C'est pas Alger même, ça s'appelle El Biar. À côté, c'était un petit village à côté de... Oh, je dis, non, c'est pas possible. Alors, on a refusé, on a descendu du train. Les mêmes soldats sénégalais avec leur chicha qui nous avaient présenté les armes, oui. Nous ont mis en carré et conduits par eux baïonnettes au canon. Ils nous ont ramenés au camp de concentration pour tous les évader. Là-dedans, il est venu des officiers de Gaulle et des officiers de Giraud. Ils nous marchandaient, nous proposaient de nous payer, enfin de tout. Quand on a vu ça, la plupart ont refusé et nous, avec mes copains, on a décidé de se débrouiller par nos propres moyens. Alors on laisse derrière nous Casablanca, on traverse l'Algérie, à pied et un peu en autostop, et on
une parente qui était là depuis des années, une parente à François, une tante. Elle nous a hébergés à un endroit qui s'appelle El Biar, au-dessus d'Alger. Nous sommes restés peut-être une semaine et on a continué notre périple. Nous sommes enfin arrivés en Tunisie, où se trouvaient les évadés de la première division française libre. Aussitôt, on a pris l'engagement de faire partie de cette division. On s'est engagé, on a pris pour la durée de la guerre un engagement plus 3 mois. On a été incorporé, comme il manquait de personnel dans le train des équipages, ils nous ont versé dans le train des équipages. On ne savait pas conduire, rien du tout, mais il y a un adjudant qui nous a pris en charge et nous a appris le maniement des armes et la conduite de ces camions. C'était des vieux camions, des Ford et des Chevrolet. La vie passait normalement. Quand les Américains ont débarqué en Algérie, les Allemands et les Italiens, eux, ont débarqué de l'autre côté, en Tunisie. C'est donc là que j'ai cette médaille qu'on appelle cette croix des combattants d'outre-mer. Tu vois, parce que c'était là-bas. Alors, arrivé là-bas, bon, mais les Américains, ils n'étaient pas chauds à aller se battre. Ils ont voulu voir ce que l'armée française était capable. Mais c'est qu'il n'y avait pas que l'armée française. Cette division était une division, il y avait de tout. Tous les Africains qu'on avait libérés étaient rentrés chez nous. Puis il y avait aussi beaucoup de Tunisiens, des Algériens, des Marocains aussi. L'armée française, elle était faite avec beaucoup d'Algériens, de Tunisiens, d'Arabes. Il y avait beaucoup des gars du Maroc, qu'on appelle les Tabors. Ils venaient avec leur cheval, leurs chevaux, tout au moins, pas leur cheval, leurs chevaux, habillés, tout. Serra et Mayol ont eu droit à une guitoune, si vous voulez, une toile de tente pour 2 personnes. Et moi, j'en ai eu une autre. J'étais hébergé par un évadé qui c'était un Égyptien dans la Haute-Vallée. On a fait bon ménage ensemble. La guerre, elle a tapé comme ça, s'est battue. Ça a duré 3 mois. 3 mois de guerre. Il y a un général allemand, c'était... comment il s'appelait donc? Rommel. C'est alors le général Rommel qui a dit que la campagne de Tunisie leur avait coûté un petit Stalingrad, parce qu'ils avaient perdu 360 000 hommes, 2000 canons, 4000 chars, qu'ils ont eu de pertes. Ils ont eu des grosses pertes, incroyables. Voilà. Bon, mais nous, on a eu beaucoup de pertes aussi, 40 000 morts en 6 mois. Mais les Allemands avaient perdu 360 000 hommes. Tu vois, ça fait du dégât. Bon. On nous a appris donc à conduire et le maniement des armes jusqu'au temps que les États-Unis sont rentrés dans la bataille et ils nous ont fourni des véhicules neufs et de l'armement neuf. Mais il fallait aller les chercher à Casablanca, au Maroc. J'ai participé à ces convois. J'ai ramené 3 véhicules, 2 GMC et un auto command car, une voiture d'officier plus facile. Le chemin était long. Pour ne pas déranger, on passait par les déserts pour éviter les villes. Mais enfin, il y avait la chaleur, c'était l'été, on avait la chaleur. Que vous dirais-je, nous avons, quand on a eu le maniement de ces villes, on a été nommé pour aller libérer l'Italie, qui a été occupée par les Allemands après la défaite
qu'on leur avait infligé, la première division française libre avait infligé une défaite flagrante aux Italiens. Leur armée n'existait plus, alors ils étaient occupés, comme la France, par les Allemands. Alors, quand cette guerre de Tunisie a été finie, on a été rapatriés. Alors là, on est donc rapatriés en Algérie, on était cantonnés à El Afoun. Alors, à El Afoun, tous les jours, il fallait qu'on fasse des manœuvres d'embarquement. On allait à Mertel Kébir. C'est à côté, après Oran, c'est un port en Oranie, Mertel Kébir. Alors, tous les jours, il y avait un rassemblement. C'était le midi. Alors, le midi, il y a un compte-rendu, c'est un officier, sous-officier qui fait le compte-rendu de ce que les Français, les batailles, où on suivait les batailles de l'armée française et des autres troupes. Parce que nous, les Américains nous ont donné du matériel que 4 mois après. On n'a pas eu du matériel tout de suite. On n'envoyait pas beaucoup d'avions. Hein. Les avions de défense, on n'en avait pas beaucoup. Ils étaient occupés, les Anglais et les Américains, les Allemands, hein, en France. Et alors, pour en finir, au rassemblement, alors ils avaient besoin de chauffeurs en Italie. Alors, au rassemblement, ceux qui veulent volontaires pour l'Italie, levez la main. Alors, nous qui étions partis de France, puis qu'on en avait marre d'aller faire des manœuvres de débarquement, embarquement à Merseil-Kébir, alors on a dit non, 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 non. Nous, on part. Alors, le lieutenant, c'était le lieutenant Solvay, je m'en souviendrai toujours. Il dit, bon, on viendra à mon bureau, ceux qui ont levé la main pour partir pour l'Italie. Alors, on va au bureau, et alors il se retourne, il dit, pourquoi vous voulez me quitter? Vous n'êtes pas bien avec moi? Oh, mais non, il dit, non, on en a marre d'aller faire vos manœuvres. Oh, ben, il dit, si vous voulez voyager, on m'a demandé une mission. Il dit, vous allez aller dans le sud. Vous allez partir pour le sud algérien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Là-bas, ben, vous partirez, vous allez faire la guerre aux sauterelles. Oh, on a rigolé, bon, faire la guerre aux sauterelles, on était donc, quand on est là à Gardaïa. Alors, la guerre aux sauterelles, tous les jours, dans le camion, on prenait une vingtaine de gars, avec des pelles, des pioches, ils faisaient les tranchées, c'est des criquets qui naissent, qui remplissaient ça. Alors, il y avait nous qui avions des lance-flammes, on les brûlait dans le machin. Alors, fait ça. Et un jour, là, tu sais pas qu'on nous dit, il faudrait on a les ordres d'Alger, qu'il y ait tout au moins 2 camions qui sont détachés et prendre des troupes. Parce que c'est dans le sud, c'est pas ils n'ont pas de chevaux, ils ont que des chameaux. C'est ce qu'on appelle des méharis. Des méharis, bon alors. Et comme il fallait aller assez loin, parce que quand cette guerre de Tunisie avait été finie, il y avait des Arabes, ils avaient récupéré les fusils, parce que les Italiens avaient jeté leurs armes comme ça, et puis alors eux, ils en avaient récupéré. Ils avaient récupéré des fusils avec des munitions. Alors, mais ils passaient par le sud, parce que dans tous les villages qui passaient, ces gars-là, ils pillaient les pauvres malheureux qui avaient des chèvres, qui avaient un peu d'argent, ils les pillaient. On appelait ça les pillards du Sud. Alors, arrivé c'est à Togourt, oui, à Togourt, et il y a un sous-officier avec son chauffeur, ils ont voulu les intercepter. Malheureusement, on ne savait pas qu'ils étaient armés. Ils ont tiré, paf, ils tuent le sous-officier. L'autre, il taille avec ils n'ont pas tiré sur l'autre. Ou s'ils ont tiré, ils l'ont loupé. Il était démarré, il est parti. Alors on nous a dit, attention, on nous donne des ordres de prendre 2 camions, charger les gars avec des trépieds et des mitrailleuses dans les camions et aller au-devant d'eux. C'était un autre village, je ne suis pas fichu de me rappeler, c'est dans le territoire d'une ZAD.
Alors arrivé là-bas, au village, c'était un sous-officier qui était avec moi, un sergent. Moi j'étais brigadier chef, il n'y avait pas beaucoup de galons. Alors, j'ai dit moi au capitaine, puis alors parce qu'on avait le capitaine capitaine Pernaud, qui commandait le groupe de Méhari, avec un lieutenant qui avait fait la guerre du Rif. Alors, arrivé là au village, je dis bah oui mais il faudrait réquisitionner une voiture, on va réquisitionner un taxi. Vous voyez, réquisitionner un taxi, on va aller voir quand même pour placer où qu'on va. On ne va pas les attendre là, les bras croisés, il faut regarder, repérer avant ce qu'on peut faire. Ils étaient déjà arrivés presque au village, tu vois. Mais alors, pendant qu'on roule là, tout d'un coup, sortie du village, on voit une dune de sable comme ça, on voit personne. Je vois des chameaux qui traînaient autour. Oh, je dis au capitaine, je vous parie que les gars qui ont fait le coup, ils sont dans le trou là. Oh, mais vous croyez? Ben, je dis allez-y avec le lieutenant et nous on reste là. Si ça se passe mal, on ira chercher du renfort. Alors, ils vont, ils arrivent. Le gars qui avait fait le Rif là, il parlait l'arabe comme un arabe. Hein. Il parlait bien, il demande les armes. Non, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Ah, alors, c'est qu'il tenait quand même, il les tenait en respect. Il a dit, premier qu'il bouge, hein, on tire. Alors, Anne fait signe, il avait dit, s'ils n'ont pas d'armes, ça ne bouge pas. On ira, vous me rappelez. Voilà donc parti là. On arrive, je mets une baïonnette au canon. C'était un chargeur, il y avait une vingtaine de balles dedans. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est pas un fusil mitrailleur. Hein. Fusil mitrailleur, c'est des bandes. Bon, alors, je descends donc dans le trou. Qu'est-ce que je fais? Ils n'ont pas d'armes? Non. Puis je regarde. Ils avaient étalé leur grande droite, ça c'est le grand manteau blanc, par terre, en deux endroits. Oh, c'est bizarre ça. Puis je regarde, je vois que le sable avait été remué. Alors je dis au capitaine et puis au lieutenant, puis à l'autre, je dis, tenez-les bien en respect, des armes, je vais vous les trouver. Comment? Ben voilà. J'enlève, avec la baïonnette, j'enlève la grande droite, fous dans le sable, un fusil, une balle dans le canon. 5 fusils, et avec une balle, chacun dans le canon. Et il y en avait un qui avait une sacoche avec 1000 francs français. 1000 francs, hein. C'était des francs français. 6000 francs. Alors je les ai laissés au capitaine. Je dis, que vous ferez? Vous remettez ça à la Croix-Rouge? Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Je dis, moi je m'en fous, j'aurais pu les garder pour moi. Mais je dis, est-ce que je rentrerai en France avec? Je serais peut-être tué avant, j'en sais rien. Mais si moi je ne trouve pas ces fusils-là, dès qu'on a rejoint le taxi, la voiture pour partir, on avait chacun une balle dans le dos. Hein. Ça c'était sûr.